Bonjour et bienvenue dans Récits stratégiques, la guerre asymétrique du Hezbollah au XXIe siècle. Nous avons produit dans un cadre associatif et nous diffusons cette série documentaire en 14 épisodes et presque une vingtaine de hors-séries depuis fin février, sans aucun financement public ou publicité, ni même le soutien d'un groupe de presse ou d'un centre de recherche. Nous espérons que vous appréciez le travail que nous avons effectué, mais vous le savez, rien n'est gratuit. Voilà pourquoi, pour accéder désormais aux épisodes 5 à 14, ainsi qu'aux bonus et hors-séries diffusés à partir de mai, nous vous demandons de nous soutenir en achetant ce documentaire contre la somme de 12 €. C'est le prix de notre indépendance et d'un travail long d'écriture, de recherche, d'entretien, de lecture, de montage et de post-production. Pour ce faire, cliquez sur le lien que vous retrouverez dans les commentaires. Vous aboutirez sur une page de notre hébergeur AudioMeans sur lequel vous pourrez effectuer votre paiement et accéder sur toutes les plateformes à l'ensemble de nos épisodes au fur et à mesure de leur diffusion. Merci et bonne écoute. Для защиты России и нашего народа. L'option de la guerre peut apparaître a priori la plus rapide. But there's only one guaranteed way you can have peace. زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي ومعنوي. They are fighting for the right of self-determination. 13 gone and not forgotten. We got 18 on Mountbatten. نحن مستعدين لأي اشتباك وفي أي لحظة وفي أي وقت. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. Plusieurs immeubles de la banlieue chiite. Ils savaient exactement où se situait le QG. Les Israéliens savent alors qu'une réunion exceptionnelle doit se tenir ici, dans un bunker à plus de 10 mètres sous terre. Drill strike on Hezbollah's headquarters in Beirut. Le président américain a lui salué la mort du chef du Hezbollah. C'est une figure très emblématique de la politique du Moyen-Orient, du monde arabo-musulman depuis une trentaine d'années. Le problème, c'était de savoir quand Nasrallah allait y être et avoir cette information avec précision. Ils sont des centaines et crient leur fidélité à celui qu'ils ont perdu. Le 27 septembre 2024, Benjamin Netanyahou est à la tribune de l'ONU à New York et va y tenir un discours aidé de cartes simplistes, comme il aime à le faire aussi à propos de l'Iran et de son accession au seuil du nucléaire. Il va d'abord s'attarder à justifier son action en la remettant dans la perspective d'une mission divine et d'un héritage du premier prophète du judaïsme. Moïse, dit-il, nous avait dit que nos actions détermineraient le legs que nous transmettrions aux futures générations. Un legs fait de bénédiction ou de malédiction. Mais encore faut-il clarifier dans quel camp ce gouvernement d'extrême droite se situe, car il pourrait y avoir une confusion. Il précise alors : Mesdames et messieurs, alors qu'Israël se défend contre l'Iran dans cette guerre sur 7 fronts, la ligne fine qui sépare la bénédiction de la malédiction ne peut pas être plus claire. Le bien est présenté comme le mal, et le mal est présenté comme le bien. Et l'homme politique d'origine lituanienne fait presque du Orwell, lui accusé et poursuivi pour corruption, fraude et abus de confiance dans son pays, se doit alors de confirmer par cette méthode qu'il n'est pas celui qui fait peser cette malédiction. Alors, il trouve plusieurs responsables, 7 en tout, qui formeraient à s'y méprendre l'axe de la résistance. Ainsi, à propos de Gaza et du Hamas, il décrit les opérations militaires comme mesurées et quasiment terminées à l'époque, en cela qu'il ne resterait qu'un bataillon sur 24 au mouvement islamiste palestinien. Mais il n'en a pas terminé. Aujourd'hui, dit-il, pour sceller notre victoire de manière définitive, nous nous sommes engagés à anéantir les capacités de combat qui restent au Hamas. Et à propos de son ennemi au nord, bien sûr, il doit également vaincre le Hezbollah. Il renchérit alors l'organisation terroriste par excellence dans le monde d'aujourd'hui, qui tant qu'il choisira le chemin de la guerre, Israël n'aura pas d'autre choix d'éliminer cette menace, car il en a le droit. Il s'agit presque d'un oxymore d'invoquer le droit quand on s'appelle Benjamin Netanyahou en 2024. Et comme l'annonce de ce qu'il va se passer à Beyrouth quelques heures après cette allocution, il affirme : Nous avons éliminé leurs successeurs,
et les successeurs de leurs successeurs. Et nous continuerons à porter des coups au Hezbollah jusqu'à ce que tous nos objectifs soient atteints. Se souvenant peut-être que de nombreuses menaces de poursuite pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité planent contre lui et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, suite aux poursuites engagées par le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, depuis le mois de mai dernier, il va alors plaider sa cause et pratiquer l'inversion accusatoire. Nous ne voulons pas voir un seul innocent perdre la vie, dit-il. C'est toujours une tragédie, c'est la raison pour laquelle nous livrons tant d'efforts qui visent à minimiser les pertes civiles, alors même que nos ennemis utilisent les civils comme boucliers humains. Il sait pourtant, à cet instant, 3 choses qui vont marquer la suite du conflit. D'abord, il est conscient qu'il viole le droit international humanitaire, car le comportement et la conduite de son armée ne respectent pas le jus in bello, d'une part. Il sait également qu'il viole le jus ad bellum, en cela que sa décision d'occuper, de faire la guerre et de mener des blocus à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, qu'on oublie un peu, ne sont pas légitimes du point de vue de la Charte des Nations Unies, d'autre part. Enfin, il a pris la décision de décapiter le Hezbollah, alors qu'il est toujours à New York à parler de paix, pensant ainsi arriver à venger enfin l'honneur de Tsahal, qui, depuis qu'elle a rencontré cet ennemi, accumule les défaites dans une guerre asymétrique dans laquelle elle a besoin de technologie, de masse, de financement et du soutien en termes de renseignement de la part des États-Unis d'Amérique, sans lesquels elle ne parviendrait pas à mener l'opération qui va consister, à 18h heure locale, à pulvériser les 6 immeubles d'un quartier résidentiel de la banlieue sud de Beyrouth à l'aide de 85 tonnes de bombes et de tuer ainsi plusieurs centaines de civils, mais aussi Hassan Nasrallah et son état-major, dans ce qui reste un tournant de la guerre. C'est cette période, qui va du 27 septembre au 5 octobre 2024, que nous évoquons ici. Le récit de cette guerre que nous faisons ici s'appuie notamment sur le témoignage exceptionnel d'un haut responsable militaire du Hezbollah, Jawad, que nous avons pu rencontrer à Beyrouth en septembre 2025, mais également sur la consultation de nombreux documents édités par le Centre de recherche du Hezbollah, notamment La guerre des premiers braves, qui raconte de l'intérieur ce conflit de 66 jours entre Israël et le Hezbollah. Au cours des 14 épisodes que compose ce documentaire, nous débattons de ce conflit, de l'axe de la résistance, de ses chefs, de son histoire, de son infiltration, des assassinats, de l'utilisation de l'intelligence artificielle militaire, des objectifs et des moyens de cette guerre, des stratégies et des tactiques utilisées, ou encore des conditions du cessez-le-feu, mais surtout des enjeux d'une guerre asymétrique. Le sujet de ce documentaire, la guerre, la stratégie militaire, est évidemment très sensible, et certains propos tenus par des intervenants, qui n'engagent qu'eux-mêmes, pourraient heurter des auditeurs. Cependant, l'objectif reste d'apporter des éléments à un débat public, et de débattre de faits et de positions politiques affirmées par plus d'une quinzaine d'intervenants au cours de ces 14 épisodes. Ils sont chercheurs, analystes, anciens officiers, membres des services de renseignement, et l'auteur et les producteurs de ce podcast ne partagent pas forcément leur point de vue. Il s'agit de Agnès Levallois, présidente de l'IREMO, analyste spécialiste du Moyen-Orient, de Aurélie Daher, chercheuse, spécialiste du Hezbollah, autrice d'un livre majeur sur la question, de Chiara Calabrese, chercheuse associée à l'IFPO à Beyrouth, et autrice d'un livre sur les militants du Hezbollah, de Michel Goya, ancien colonel de l'armée française et historien, de Guillaume Ancel, ancien colonel de l'armée française et écrivain, de Olivier Masse, ancien colonel de l'armée française et ancien chef de poste de la DGSE à Beyrouth. Mais aussi des Libanais, Rafi Madayan, ancien responsable du Parti communiste libanais et analyste spécialiste du Moyen-Orient et des relations internationales, de Mohamed Rawaja, député du mouvement Amal, allié du Hezbollah au Parlement libanais et auteur d'ouvrages sur la stratégie militaire, du général Charles Abinader, ancien responsable du renseignement militaire libanais, du général Elias Farat, ancien responsable de la direction et de l'orientation de l'armée libanaise, et enfin de l'ancien ministre et député Hussein Haj Hassan, membre fondateur du Hezbollah. Je m'appelle Emmanuel Iriart et vous écoutez Récit stratégique, la guerre asymétrique au XXIe siècle, le cas du Hezbollah libanais. Un podcast produit par Images d'ici et d'ailleurs. Épisode 10, l'assassinat de Nasrallah et des premiers braves. Notre récit reprend donc à 17h59,
le 27 septembre 2024, dans la banlieue sud de Beyrouth, Hassan Nasrallah s'est réuni avec une grande partie de son état-major, composé entre autres de Ali Hazimeh et du chef de sa sécurité personnelle, Ibrahim Jazini, ainsi que de son conseiller depuis toujours, Samir Dib, mais également de Abdel Amir Sablini, qui est responsable dans le parti de l'acquisition de l'armement, de Ali Ayoub, l'officier responsable du contrôle du feu, et de Mohamed Ismaël, à la tête de l'unité des missiles. Ce conseil que l'on hésite à nommer restreint comprenait aussi le brigadier général iranien Abbas Nilforoushan. Bien sûr, à ce comité de commandement militaire, il y a un Iranien aussi. Rafi Madayan, ancien responsable du Parti communiste libanais. Des forces Quds, qui est le responsable de cette force iranienne, des conseillers iraniens au Liban, qui est le général Nilforoushan Abbas, qui a été tué avec Nasrallah le jour du 27 septembre. Le responsable iranien y assiste comme conseiller du commandement militaire. Ils doivent, avec Ali Karaki, devenu numéro 3 du mouvement, qui est alors blessé à la suite de la tentative d'assassinat 4 jours auparavant dans un appartement de Bir el-Abed, dans la banlieue sud de Beyrouth, avoir donc écouté Benjamin Netanyahou à New York jouer sur les mots et menacer tout en parlant de paix. Mais cette fois-ci, le dirigeant d'extrême droite va traduire ces mots en actes à travers l'opération tristement nommée Nouvel Ordre, ce qui semble correspondre à l'idéologie du gouvernement de Tel Aviv. J'ai averti la direction du parti, je les ai vus le jour du 27. Rafi Madayan. Avant 3 heures du bombardement aérien, j'étais à la banlieue sud et j'ai fait cette analyse que je la fais maintenant. J'ai dit à la direction du parti que voilà, les Israéliens ont assassiné les cadres militaires du Sud-Liban. Après le commandement militaire, sur 8, il y a 6 qui ont été assassinés. Le récit stratégique est produit dans un cadre associatif à but non lucratif. Toutefois, pour garder notre indépendance, dans le format, la durée, la réalisation et le traitement, nous ne souhaitons pas dépendre de la publicité ou d'un groupe de presse. C'est pourquoi nous vous proposons d'accéder à l'intégralité des 14 épisodes et à la vingtaine de hors-séries ou de bonus en cliquant sur le lien qui se trouve en tête de la description du podcast. Il vous mènera sur une page de paiement de notre hébergeur AudioMeans et contre 12 €, vous pourrez écouter cette série documentaire en intégrale sur un grand nombre de plateformes. Nous espérons avant tout que ce podcast vous plaît et que vous serez nombreux à nous soutenir afin de pouvoir produire une saison 2 sur un autre conflit. Merci.